Guillaume, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es entrepreneur, tu es auteur, tu es aussi créateur de contenu. Tu as fondé l'entreprise Lemlist. Lemlist, si je ne me trompe pas, c'est une solution de prospection par email, c'est ça? Ouais, multi-channel maintenant, mais qui a Ok, commencé en prospection par email il y a 7 ans maintenant. ok, trop bien. De ce que j'ai lu, tu as réussi à développer Lemlist de 0 à 10 millions d'euros de revenus annuels en 3 ans. Ouais, ça c'était les 3 premières années. 3 premières années, Ouais. ce qui est hallucinant. Mm, Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est valorisée, je crois, à 150 millions. ouais, c'est ça. Ok. Pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne savent pas trop qui t'es ou ton parcours, qu'est-ce qu'on aurait besoin de savoir sur toi et sur ton enfance, sur ton histoire, pour comprendre comment t'en es venu à construire ce que tu as construit aujourd'hui? Waouh. On commence dans Ouais, les on questions commence deep dans les direct. deep, ouais. Moi, du coup, je suis né à Paris. Mes grands-parents ont immigré. Donc, j'ai un Mhm. grand-père qui est né au Brésil, mais sinon, ils sont italiens et ils ont immigré en France. Toute ma famille est plutôt paysanne. Donc, ils ont travaillé la terre pendant des années et des années. Mes parents, du coup, n'ont pas fait d'études. Ma mère a pas le bac et mon père, il l'a eu, je crois, au bout de 5 fois. C'était le champion de la famille. Incroyable. J'adore. Et du coup, pour mes parents, j'avoue que les études, ça a toujours été assez Important. important. Je pense qu'il y a un peu, tu vois, dans la lignée de ma famille, cette notion de sacrifice. Parce que quand tu immigres d'un pays pour aller vivre dans un autre, bah, en fait, tu t'espères pouvoir donner à tes enfants un meilleur futur. Et mes parents, je pense que, enfin, mes grands-parents, c'était un peu aussi ça, leur mindset avec on commence à travailler au début dans les champs, puis on achète un petit bout de terrain que personne ne veut, et puis en fait, on commence à créer nous-mêmes nos propres ressources pour faire en sorte que nos enfants ils puissent faire un peu mieux et ainsi de suite. Et donc, du coup, moi, j'ai grandi à Paris. J'ai manqué de rien. Jamais eu l'impression en fait que mes parents avaient pas beaucoup d'argent ou quoi, parce que en réalité j'ai eu une enfance, enfin je pense ultra heureuse. J'ai eu, je pense, ce qui était le plus important que des parents peuvent te donner, c'est l'amour, le respect et surtout des parents qui me poussaient à être assez curieux. Je pense que à côté de ça, j'ai réalisé, je pense, quand j'avais environ peut-être 12-13 ans et que je voulais un peu des habits de marque, alors que bah, mon frère, lui, s'en foutait, mais pour moi, c'était important parce que je pense que j'étais un petit peu plus sur le côté, je dirais, esthétique, porté là-dessus, ou en tout cas au sentiment d'appartenance dans des groupes. Et en fait, à ce moment-là, mes parents, ils voulaient pas. À chaque fois, c'était des excuses tout le temps différentes et je comprenais pas trop pourquoi. Pareil pour le téléphone portable, etc. etc. Et en fait, je me suis rendu compte un peu plus tard, tu vois, qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc avec mes parents, tu vois, j'ai pas beaucoup voyagé, voire pas du tout en fait, hein. J'allais très souvent chez mes grands-parents à la campagne l'été. Et après, j'ai voyagé grâce à des amis qui potentiellement avaient des familles un petit peu plus aisées et qui voulaient voyager. Et donc qui m'amenaient, je squattais les vacances des autres enfants. Et du coup, ça m'a donné le goût de l'aventure. Et j'ai passé un peu plus d'un an à voyager autour du monde avec mon meilleur pote en utilisant les réseaux sociaux du coup pour me loger gratuitement chez les gens. Après, en formation, j'ai commencé à la fac. Ensuite, je suis devenu ingénieur, donc je suis parti en école d'ingé. Et après, j'ai fait une école de commerce. Donc, je pense que je voulais cocher toutes les cases Ouais. possibles en termes d'enseignement supérieur avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et juste après tes études, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Je voyage, ouais, enfin en vrai, j'ai fait une année où je vais voyager. Après, j'ai fait un diplôme du coup en marketing dans une école de commerce. Et après, Mm. du coup, je me suis lancé en entrepreneuriat, ouais. Ok. Et je suis curieuse de savoir, avec du recul, avant qu'on parle de ton parcours ou de ce que tu as fait dans l'entrepreneuriat, mais avec du recul aujourd'hui, c'est quoi ton opinion sur les études? Qu'est-ce que tu penses des études? Parce que moi, j'en parle un peu sur mes réseaux et je dis souvent que pour moi, de mon point de vue, les études, c'est pas forcément utile quand tu entreprends. C'est quoi ton avis dessus? En fait, je pense que ça dépend de ton niveau de confiance en toi, ton niveau Mhm. de maturité intellectuelle Ouais. euh, et aussi de tes croyances limitantes, en fait. Moi, j'avoue que pour moi, en fait,
j'ai grandi dans un monde où mes parents n'avaient pas fait d'études. Et pour eux, si je voulais une bonne situation, en fait, dans les amis, tu vois, de mes parents qui étaient genre un peu les stars, tu vois, c'était les amis médecins. Tu vois, alors qu'aujourd'hui, quand je vois des médecins, je me dis pas qu'ils gagnent super bien leur vie ou quoi, mais pour mes parents, tu vois, c'était vraiment genre le Graal, quoi, tu vois, genre la médecine. Donc, c'était des études scientifiques difficiles qu'il fallait faire et tout. Donc, il y avait un peu ce truc de si tu fais des sciences, tu réussiras dans tout. Sauf que quand tu pousses le truc, bah, en fait, moi, je me suis retrouvé à avoir en fait une bourse pour aller étudier à l'étranger quand j'étais à la fac. Et on m'a proposé un doctorat parce que je faisais beaucoup de chimie organique, donc synthèse de médicaments, tout ça. En fait, je me suis dit, bah, en fait, non, le truc s'arrêtera jamais si je fais ça. J'ai toujours, en fait, kiffé le business. Mais pour mes parents, le business, c'était pas un métier, en fait, tu vois. Eux, ils voyaient ça un peu comme Jean-Claude Convenant, chemisette, tu vois, le mec je sais plus comment ça s'appelait, la machine à café ou un truc comme ça, là. Et caméra, non, c'était quoi? Caméra café? Caméra café, ouais. Caméra Ah, café, ça, ouais, c'était ouais. ça. Et donc, du coup, j'avais un peu cette vision de, bon, si je fais ça, ça sera pas vraiment la voie dorée. Donc, tu vois, quand tu as ces croyances limitantes, un peu de te dire que tant que tu n'as pas fait des études, tu n'es pas légitime pour entreprendre, bah, en fait, entreprendre avant ça, c'est impossible. Et moi, j'avais clairement toutes ces croyances et j'avais jamais rencontré des gens, ou en tout cas, j'avais jamais vu de contenu de personnes qui pouvaient m'inspirer à me dire que tu peux réussir sans faire des études. Même si je suis 100% aligné avec toi, puisque tu vois, après avoir fait pas mal d'années en ingé et en école de commerce, je peux te dire que je me suis servi d'absolument peut-être 0,001% de mes connaissances. Mais par contre, je pense que pendant les études, ça m'a quand même apporté pas mal de choses. De un, j'ai travaillé toutes mes études. Donc en fait, moi j'étais à la fac parce que ça me permettait d'aménager vachement mon emploi du temps pour pouvoir travailler. Donc j'ai fait de la manutention, j'ai fait vendeur aux Galeries Lafayette. En fait, j'ai vu un peu, je bossais dans des restos. Donc en fait, j'ai fait tous les tafs un peu relous à faire et physiquement qui peuvent être parfois difficiles. Et ça m'a permis de comprendre déjà ce que je voulais pas faire et pourquoi en fait je faisais des études. Et ça, je pense que c'est vachement important. À côté de ça, les études, ça m'a aussi donné la confiance de me dire que, en fait, quand tu fais 5 ans, tu vois, de la biologie, de la chimie, de la physique, et qu'en fait, tu switches après pour faire du marketing et du business et que tu t'en sors bien dans tout, bah, en fait, tu te rends compte parce que quand je suis allé du coup à HEC, j'arrive dans une école où les gens ont fait 2 années de prépa, c'est censé être la meilleure école de commerce en France. Tu as des gens du coup qui ont fait 2 ans de plus. Donc tu vois, tu arrives, toi tu es en dernière année avec des gens qui eux ont fait, tu vois, qui ont un background vraiment business. Et en gros, quand tu te rends compte que t'as rien à leur envier, que toi aussi tu peux apprendre, que toi aussi tu peux réussir, tu vois, dans ce domaine-là. En fait, ça te donne suffisamment de confiance pour te dire, en fait, je suis légitime pour faire ce que j'ai envie de faire. Et en fait, cette confiance en soi, il y a des gens qui l'ont assez naturellement. Je déteste la phrase je me suis fait tout seul, parce que pour moi, tu te fais jamais tout seul. Je suis d'accord avec toi. Parce que même, tu vois, quand j'avais la confiance de me lancer, bah, en réalité, tu vois, il y a des moments de doute, il y a des moments où tu as l'impression que tout va s'arrêter. Et parfois, c'est un client, un prospect, peu importe, qui en fait te fait confiance. Et peut-être pas pour les raisons que toi tu penses, tu vois, parce que des fois tu te dis c'est grâce à mon produit, c'est grâce à ce que je fais. Et parfois, en fait, c'est juste que cette personne est passée par là et c'est de l'empathie. Et elle se dit, bah, tu vois, genre, je vais soutenir. Et ça, tu vois, c'est un truc que moi j'aime bien faire aussi. Avec d'autres entrepreneurs. Ouais, Ouais. genre récemment, tu as un gars que je suivais un peu sur Insta, Farid, qui est un gars qui fait pas mal de mode masculine et qui est très sympa et très marrant. On s'est rencontrés, on s'est croisés une fois dans la rue. Ouais. Mais c'est bizarre parce que, tu vois, on s'était jamais parlé sur les réseaux. Et il me sourit, on était face à face, tu vois, donc je traverse, je commence à lui parler. Et puis après, je capte qu'il va lancer sa marque de vêtements. Et du coup, au moment du lancement, là, il m'a écrit récemment, il m'a dit, bah tiens, va sur le site,
dis-moi ce que tu préfères, j'adore ton contenu, j'ai envie de te rendre pour tout ce que tu m'apportes, machin et tout. Choisis ce que tu veux et du coup, genre, je te l'enverrai dès que c'est live, tu vois. Et du coup, je suis allé sur le site et je lui ai acheté des trucs, tu Oh, vois. c'est trop mignon, j'adore. Et parce qu'en fait, là, mon premier business que j'ai totalement planté, c'était une marque de vêtements. C'est vrai? Ouais, et quand j'ai vu ça, en fait, je me suis dit, putain, mais en gros, moi, je me rappelle la première personne qui a acheté, bah, en fait, tu vois, ça te fait plaisir de ouf. En fait, cette Mm. sensation d'avoir, tu sais, le premier email qui te dit, tiens, il y a quelqu'un qui a acheté, Ouais. quelqu'un qui a cru, quelqu'un qui. Juste ça, en fait, ça a tellement de valeur. Mm. Et les gens, ils s'en rendent pas compte, tu vois. Tu peux dépenser, je sais pas, 50, 100 balles. Enfin, tu vois, les gens, ils achètent des iPhones à 1000 et quelques balles. Et derrière, ils sont pas prêts d'aider un pote, quelqu'un qu'ils connaissent, quelqu'un qui leur a apporté de la valeur, quelqu'un qu'ils apprécient. Ils sont pas prêts à dépenser 50, 100 balles. En fait, C'est tu vois, trop on vit vrai. dans un monde de fou. Et moi, j'aime pas ça. Ouais, je suis trop Mm. d'accord avec toi. Pourquoi, à ton avis, les gens, ils ont du mal à soutenir... Est-ce que tu as eu cette expérience, toi, dans tes amitiés ou dans tes relations proches, quand tu as lancé tes premiers business, de voir que tu n'étais peut-être pas forcément soutenu? Ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais. Et c'est. En fait, il m'est arrivé des histoires assez folles, mais Vas-y, raconte. je me rappelle à un moment, j'avais lancé donc Lemlist, c'était à l'époque de Lemlist sur Product Hunt, qui est en gros une plateforme plutôt basée aux États-Unis, où en fait, tous les jours, tu peux lancer ton produit, donc tu montes ton produit à la communauté, et les gens viennent et upvotent les meilleurs produits. Ok, trop stylé. Et ça te donne, à l'époque en tout cas, maintenant ça a bien changé, mais à l'époque, ça te donnait pas mal de visibilité. Et nous, ça a été un des lancements qui nous a permis de bien nous établir aux US. Ok. Mais en le faisant, du coup, je le partageais partout sur LinkedIn, j'en parlais à des potes, je leur demandais est-ce que vous pouvez la liker, est-ce que vous... Et toi, je leur demandais pas d'acheter, juste, tu vois, un like, un machin, Un un vote, truc. ouais. Et à un moment, j'étais avec un de mes amis et tout, et il me dit ouais, alors, j'ai vu pour le lancement, ça s'est bien passé. Et je dis bah, t'as vu ça où? Parce qu'il m'avait pas répondu, tu vois, au message. Il dit ah, bah, j'ai vu ton post LinkedIn. Et quand je suis allé regarder sur LinkedIn, il m'a pas mis un like, pas un commentaire. Non. Ouais. Et en fait, du coup, tu vois, dans ma tête, j'étais là, mais au début, tu sais, tu le prends personnellement et ça te fait mal parce que tu te dis putain, attends, Bah, c'est ton ami. c'est ton pote, tu vois, genre. Mais en réalité, par la suite, en fait, j'ai compris qu'il y a plusieurs choses. C'est que, un, le fait que toi, tu prennes des risques et que tu te lances et que tu évolues et que tu crées et que tu parfois montres une partie de ta personnalité que des gens qui te connaissent ne connaissaient pas, ben en fait, pour certains, c'est menaçant, pour certains, c'est effrayant. Et pour certains, ils sont plutôt dans l'attente à se dire bon, avant de supporter son projet, je vais d'abord voir si ça marche ou pas, tu vois. Hmm. Et en fait, c'est assez français, je pense, de faire ça, mais il y a aussi ce côté où la plupart de mes amis et de mes amis d'enfance, c'est pas des gens qui sont entrepreneurs, c'est pas des gens qui ont connu ce niveau de risque, qui ont connu, tu vois, ce niveau de vulnérabilité et de peur que tu peux avoir quand tu fais un post et que tu as l'impression qu'il y a une ou deux personnes qui vont le liker. Enfin, c'est effrayant, c'est stressant. Et en fait, comme ils connaissent pas ça, bah, parfois, tu vois, ils oublient en fait et ils n'ont pas d'empathie vis-à-vis de ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je me dis que même si tu ne connais pas ça, et même si tu le vis pas, tu peux très facilement t'imaginer ce que la personne vit, et si c'est ton ami, je trouve que tu devrais quand même la soutenir, Je suis même d'accord. si tu peux pas, tu vois, t'identifier à son expérience. Mm. Si c'est ton ami, et surtout qu'on parle de like, ou tu vois, on parle Ouais. même pas de... Et encore, pour moi, si c'est ton ami, c'est normal qu'il t'achète ton produit ou quoi, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça justement quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat et avoir ce sentiment de... Il y a un décalage de plus en plus grand avec ton entourage d'avant. Est-ce qu'il y a des amitiés que tu as perdues? Est-ce qu'il y a eu un moment où... Tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est, Chris Williamson, il parle Ouais. souvent du chapitre de la solitude. Est-ce que tu as eu Mm. un chapitre de la solitude où tu t'es senti un peu seul ou est-ce que tu étais plutôt bien entouré? En fait, je pense qu'il y a. J'ai une vision, tu vois, qui est un peu nuancée sur tout ça. Parce que je trouve que
dans l'entrepreneuriat et dans le développement personnel, il y a ce côté, je veux devenir la meilleure version de moi-même. Euh, et en fait, quand tu essayes de creuser un petit peu et que tu te dis, mais c'est quoi la meilleure version de moi-même? Ça veut dire que la version actuelle n'est pas assez bonne. Et donc que tu es toujours potentiellement dans la quête de plus, dans la quête de mieux. Et ça, si tu pousses un petit peu à l'extrême, ça veut aussi dire que dans tes amis, bah, en fait, ceux qui sont pas dans cette quête-là, il faut potentiellement s'en séparer. Et c'est pour ça que des gens comme Alex Hormozy, tu vois, Alex Hormozy, tu l'écoutes parler, il a zéro ami. Oui, Ou en c'est tout vrai. cas, quand il te dit, ouais, tes vrais amis, c'est des gens que tu vois jamais parce qu'eux aussi doivent être busy pour construire leurs rêves et tout. Moi, j'ai pas envie de cette vie, tu vois. Ouais, je Je te suis dis d'accord avec ça. Ouais, personnellement. ouais. Et moi, je suis quelqu'un qui adore la compétition, adore apprendre de nouvelles choses, j'adore me challenger intellectuellement, tout ça. Mais par contre, je valorise aussi différents types d'amitié. Et j'ai des amis que j'ai depuis, mon meilleur ami, je le connais depuis que je suis né, tu vois, ça va faire 34 ans. J'ai des amis depuis le collège, j'ai des amis depuis la maternelle. Et en fait, oui, on a tous beaucoup changé. On se voit pas tout le temps, mais c'est des amitiés, tu vois, que je chéris aussi parce que en fait, on a partagé beaucoup de choses et je pense que ça fait, tu vois, des racines qui sont communes. Ce qui est important, c'est de toujours recréer de nouveaux souvenirs. Les amitiés, en fait, qu'il faut, en tout cas, que tu peux arrêter, je pense, c'est les amitiés où à chaque fois que tu te vois, tu fais que parler des souvenirs du passé. Mm. Tu vois, quand tu recrées pas de nouveaux souvenirs ou de moments un peu mémorables, pour moi, c'est que l'amitié, elle s'essouffle un peu et elle vit que Sur le passé. sur le passé. Et du coup, pour les deux personnes, en fait, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus enrichissant. Mais après, je pense que oui, de facto, quand tu es entrepreneur, tu as des moments un petit peu plus seul parce que, enfin, tu vois, moi, je suis founder de la boîte. Après, j'ai été donc là, tu vois, on doit être, je passe 120 personnes pendant quasiment un an et demi, 2 ans. J'étais seul, tu vois, à prendre toutes les décisions. Donc en fait, il y a des moments où les gens autour de toi, ils peuvent pas tout comprendre. Tu peux expliquer beaucoup de choses, mais tu vois, quand tu as des gens qui sont employés dans des boîtes et qui sont tout le temps en train de chier sur le management, de chier sur leur boss et tout, surtout quand ils sont dans des startups, bah, parfois, tu vois, j'ai envie de leur dire, bah, en fait, vous ne voyez pas tout ce qui se passe derrière, tu vois, ils se plaignent, j'ai des potes, tu vois, qui se plaignent de leur salaire, tout ça, je leur dis, bah, ok, mais combien est-ce que tu rapportes vraiment à la boîte, tu vois, parce qu'au final, une entreprise, c'est pas une association, c'est pas à but non lucratif. Combien tu rapportes toi quand tu arrives? Est-ce que, Mm. toi, surtout dans des petites boîtes où parfois c'est tendu, les gens ils prennent des risques, peut-être que les entrepreneurs se payent pas. Il y a évidemment des gens qui réussissent très très bien et qui sûrement abusent, mais tu as aussi beaucoup de gens dans des très petites boîtes qui galèrent et qui sont, tu vois, à la limite d'avoir la corde au cou. Et c'est Mm. plus ça la réalité de l'entrepreneuriat que le flex sur les réseaux de après 3 jours, tu vas gagner 10 000 € en dormant par jour, tu vois, et tu pourras flexer dans ta Lambo, quoi. Ouais, c'est Enfin, vrai. C'est vrai, et c'est bien de le dire, je trouve, de partager cet aspect-là. Et j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit sur devenir la meilleure version de soi-même, parce qu'il y a pas mal de gens qui... Il y a un peu deux courants de pensée là-dessus. Il y en a un qui dit, bah non, en fait, t'as pas besoin d'aller chercher la meilleure version de toi-même, parce que si tu vas la chercher, ça signifie que tu rejettes la version de toi que t'es aujourd'hui, que tu l'aimes pas, etc. Et il y a un autre courant de pensée qui dit, bah ce qui apporte, et je pense que je suis un peu plus dans ce courant-là, c'est ce qui apporte du bonheur à l'être humain, c'est le sentiment de croître, tu vois, hmm, d'évoluer, de progresser. En fait, c'est vraiment ce sentiment de ne pas stagner. Et je trouve ça super intéressant ce que tu as dit sur les amitiés, parce que c'est rare, je trouve, que un, un entrepreneur ait ce discours-là. On entend plus les discours de Hormozy, en gros, tu dis au revoir à tes amis d'avant et tu as une transition. Est-ce que tu penses pas que aller chercher une meilleure, peut-être pas la meilleure, mais une meilleure version de soi-même, c'est aussi une manière de simplement
progresser, croître, évoluer, un peu comme avec ton business quand tu vas te dire bah, c'est quoi l'objectif suivant en fait, c'est quoi l'étape suivante, Mhm. c'est quoi la prochaine direction que je vais prendre. Je suis 100% aligné avec toi. Je pense en plus que c'est quelque chose déjà qui est très personnel. Ce que tu as dit sur le mouvement, c'est très vrai. Ça me fait toujours penser à World War Z, tu sais, avec Brad Pitt quand il dit Movimiento es vida, tu vois, genre le mouvement c'est la vie. Et c'est vrai. Exactement. En fait, le mouvement c'est la vie, ça a toujours été ça. Que ce soit. Et c'est marrant que tu dises ça dans un sens intellectuel, puisque à la base c'était vraiment un sens physique, quoi. Il faut qu'on bouge. Parce que avant d'être sédentaire, on était obligé de bouger pour se nourrir, le chasseur-cueilleur, etc. etc. Après, moi, je suis assez, je pense, aligné avec ce que tu dis dans le sens où j'essaye typiquement d'optimiser ma vie sur la personne que j'ai envie de devenir. Et donc, mes projets, je les fais un peu comme ça, tu vois. Donc, ce qui peut être un petit peu compliqué, surtout quand tu fais du business, c'est que le plus tangible en business, c'est ton revenu. Donc, tu vois, tu vas te dire, j'ai envie de faire, je sais pas, 50 millions de revenus récurrents annuels, 100 millions, etc. Et en fait, j'ai rencontré beaucoup de personnes très riches, des gens qui ont eu la chance, tu vois, de faire des boîtes à plusieurs milliards. Et en fait, je me rends compte que ces gens-là, dans cette course, ça s'arrête jamais. Mm. Et que ces gens-là, en fait, se retrouvent assez seuls à des moments parce qu'ils deviennent obsédés par un goal qui ne contrôle pas forcément à 100%. Et cet objectif, quand ils l'atteignent, c'est comme quand tu fais les Jeux Olympiques et que tu vois, tu as terminé ta course, tu as peut-être eu la médaille d'or, ça a été le rêve de ta vie. Mais en fait, tu as toujours eu un plan pour l'échec, c'est-à-dire tant que j'y arrive pas, je continue de m'entraîner. Mais tu n'as pas forcément un plan de succès. Quand j'y arrive, qu'est-ce que je fais? Et en fait, ces gens-là, tu vois, et c'est pour ça que quand tu vois des Alex Hormozy, Chris Williamson et tout, ils aiment bien avoir ces conversations assez deep là-dessus, parce que ça les rassure de voir d'autres gens ultra obsédés par leurs objectifs, qui au final ressentent toujours lorsqu'ils les atteignent cet énorme vide. Et pour combler ce vide, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher encore plus. Parce que la course, en fait, c'est la beauté du capitalisme pour ces gens-là, c'est que c'est infini, en fait. Le capitalisme, c'est le plus. Le capitalisme, c'est ce qui s'apparente le mieux aussi, tu vois, au darwinisme, tu vois, parce que c'est survival of the fittest. Donc, ce qu'on a envie de faire, c'est plus tu vas faire d'argent, plus techniquement dans la société, tu vas être reconnu. Donc, tu auras un statut qui sera de plus en plus élevé, etc., etc. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que j'aime bien plutôt en fait, raisonner un petit peu à l'inverse, plutôt que de me dire faut que j'atteigne à tout prix ce but. C'est plus de me poser la question est-ce que j'aimerais bien rencontrer le Guillaume qui a parcouru ces étapes-là pour essayer d'atteindre cet objectif? C'est-à-dire? Donc, quand je fais des décisions, quand je vais prendre des décisions, en fait, je vais toujours me demander est-ce que si j'essaye de projeter l'image mentale du Guillaume du futur qui aura atteint cet objectif, j'aimerais bien le décrire. Donc, on va prendre un cas très concret. Aujourd'hui, la boîte, elle doit faire, je sais pas, 35 millions de revenus récurrents annuels. Notre objectif, tu vois, de revenus dans les prochaines années, c'est d'arriver à 100 millions. Pourquoi 100 millions? Tu vois, bon, c'est un chiffre assez représentatif dans l'univers du logiciel, etc. Mais du coup, je suis là et je me dis, le Guillaume qui a réussi à monter une boîte qui fait 100 millions d'ARR, qu'est-ce qu'il a dû faire pour y arriver, tu vois? En fait, il a dû réussir à créer une boîte qui n'est pas dépendante de lui, réussir à recruter les meilleures personnes, réussir à avoir une stratégie long terme qui suive et pas un cap qui change toutes les 2 minutes. Et en fait, quand j'ai fait cette décision du coup de plus être CEO et beaucoup moins dans l'opérationnel et donc d'avoir une équipe qui pourra faire beaucoup mieux que moi et à un stade beaucoup plus élevé, en fait, je me suis dit, je suis assez excité de rencontrer le Guillaume qui a réussi à faire ça, pris ses décisions et qui a réussi à se rendre beaucoup moins indispensable, tu vois, dans toutes ces décisions. En fait, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis et du coup ça me questionne parce que d'un côté,
tu as un esprit très compétitif et tu as envie de te dépasser et d'aller atteindre des nouvelles étapes et des nouveaux objectifs. Et en même temps, tu as l'air d'avoir quand même une sorte de détachement envers ces objectifs-là. En tout cas, c'est ce que je ressens quand t'en parles. Et t'as pas l'air de lier ton bonheur à ces objectifs. En tout cas, t'as pas l'air d'avoir une sorte de vide interminable que tu essayes de combler. Comment est-ce que tu t'équilibres les deux, du coup? Parce que moi, j'ai l'impression, et c'est peut-être juste ma théorie, mais j'ai l'impression qu'il y a souvent, comme tu dis, cette course qui s'arrête jamais aux prochains objectifs parce que il y a, comme tu disais, ce vide à l'intérieur de beaucoup de personnes qui fait qu'il y a de la honte, il y a des insécurités, il y a un besoin de prouver, de statut, de pouvoir, etc., qui peut driver beaucoup de personnes à continuer à courir, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu n'es plus dans cette dynamique-là, ou que peut-être tu ne l'as jamais été, je ne sais pas. Et si c'est le cas, comment on fait pour évoluer, grandir, croître, que ce soit dans son business ou dans sa vie personnelle, sans pour autant être dépendant de notre capacité à atteindre nos objectifs pour se donner de la valeur? C'est des très bonnes questions. Et franchement, c'est un sujet vachement intéressant parce que ça fait des années que je bosse un peu là-dessus et je vais te donner un peu les phases. En gros, quand j'ai commencé l'Emlist, j'avais une agence de prospection avant, donc je connaissais pas mal la prospection commerciale, mais c'était pas, tu vois, ma passion de ouf. J'aimais bien l'industrie de la vente. Je trouvais que c'était très cool, je trouvais que c'était un jeu. Et donc, pour moi, lancer un logiciel là-dedans, ça m'excitait parce que j'avais envie de revenir sur un truc un peu plus technique, logiciel côté ingé, et aussi rester dans cet univers que j'appréciais. Et en fait, ce qui est devenu ma passion, c'était de construire et de créer. Et à côté de ça, il y avait un autre driver qui était ultra important pour moi, qui était l'argent. Pourquoi l'argent? Parce que il y a des gens, tu vois, surtout en France, qui ont peur de parler d'argent, tout ça. Moi, en réalité, c'est un sujet que j'adore depuis que je suis petit et qui a toujours été tabou. Parce que on pouvait pas demander combien les gens gagnaient, que mes parents, ils voulaient pas trop en parler. Et en fait, rapidement, j'ai réalisé, tu vois, que ma mère, elle a travaillé au service public, donc elle gagnait pas beaucoup d'argent. Mon père, lui, il était plutôt artistique, il faisait du design graphique, mais il se faisait entuber, genre toute sa vie, tu vois. Toute sa vie, il s'est fait entuber, il a jamais, il s'est débrouillé, il a réussi il travaillait énormément, mais il gagnait pas bien sa vie, tu vois. Quand tu ramènes son taux horaire, je pense, mon père, il devait être payé limite moins que le SMIC, tu vois, en étant indépendant, tout ça, mais il travaillait énormément d'heures, et les week-ends, et les soirs, etc. Et donc, du coup, quand je voyais en fait comment les gens traitaient mon père, et je vais te raconter une histoire, comme on est dans le 16e, ça m'a fait penser, c'est que tu sais, tu as des très belles agences immobilières, etc., dans le 16, certaines assez connues, et il y en avait une qui avait... mon père, il travaillait pas mal pour des hôtels, donc des fois, il y avait des gens qui le recommandaient, il faisait des brochures, tout l'aspect papier, etc. Il bosse pour cette agence IMO. Il travaille pendant, je pense, 1 mois et demi, 2 mois. Les mecs, ils lui refont changer 10 fois le truc. Et à la fin, il décide de ne pas le payer. Et en fait, mon père, il se retrouve en mode, bah, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et en fait, tu te rends compte qu'en France, à l'époque en tout cas, que si tu veux récupérer ton argent quand quelqu'un ne paye pas, bah, en fait, tu dois prendre un avocat, prouver que la personne t'a bien engagé, et ensuite, mais en fait, prendre un avocat, quand tu regardes le taux horaire d'un avocat, en fait, c'est une dépense en plus. Et lui, tu vois, il doit ramener l'argent à la maison. Et en fait, quand j'ai vu ça, tu sais, ce sentiment d'injustice de ouf, je me suis dit, en fait, genre, plus jamais, tu vois, j'ai envie qu'un truc comme ça puisse arriver. Et j'avoue en gros, je me suis dit pendant très longtemps que c'était super important d'avoir beaucoup d'argent rapidement. En fait, je voulais que ce truc, ça soit coché et que j'ai plus à m'en préoccuper et que mes parents aient plus du tout à s'en préoccuper. Et donc, 3 ans et demi après avoir lancé l'Emlist, on avait revendu 20% de la boîte pour 30 millions. Donc, moi, j'avais pris 10 millions en cash, ce qui fait que, enfin, toi, c'est énorme. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé avec ce vide, tu vois. Avec ce vide parce que, en fait, tout est allé tellement vite. En gros, moi, je détiens encore quasiment 70% du capital.
La boîte, tu vois, elle a fait x3 et quelques depuis qu'elle avait été valorisée 150 millions. Donc en fait, je suis à un stade où l'argent est pareil, tu vois, avec les 10 millions, j'ai fait des investissements qui ont bien marché. Donc l'argent, en fait, pour moi, j'ai plus besoin de travailler. Je sais que c'est plus un sujet. Et j'avais deux choix. Soit me dire, il faut que j'aille chercher encore plus, devenir milliardaire, tu vois, parce que tu te mets à rêver des trucs comme ça. Enfin, tu vois, quand tu aimes l'argent, j'aime l'argent, tu vois, donc tu y penses et tout. Et en fait, je me suis dit, il y a eu un moment où, après être passé dans un autre podcast assez connu en France, il y a un milliardaire qui m'a écrit et qui m'a dit j'aimerais bien qu'on mange ensemble, blablabla et tout. Donc le gars, il avait la cinquantaine. Et donc là, il me fait venir dans un endroit, c'est pas un resto, c'est genre un grand immeuble. Je me dis, ah putain, c'est bizarre. J'arrive et là, c'est genre énorme appart. Il y a un chef qui m'accueille, qui me demande si j'ai des allergies alimentaires ou quoi. Et là, il dresse une table, t'as un salon. Et donc, tu sais, t'es impressionné, quoi. Tu vois, tu te dis, enfin, surtout que moi, je viens pas de ce monde-là, quoi. Tu vois, quand j'arrive dans un resto où il y a plus qu'une fourchette, je suis mal à l'aise, je sais pas laquelle utiliser. D'ailleurs, pro tips, c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, tu commences à l'extérieur. Je sais pas si les gens qui écoutent le savaient, mais moi, Ça, c'est un bon tip. pour moi, c'était grave utile. Et donc, du coup, tu vois, il y a tout ça. Et en fait, je me rends compte que ce mec-là, à plus de 50 ans et quelques, en fait, il est toujours dans la rat race, tu vois. Il est toujours dans ce truc de... il veut faire plus. Et je le sens pas heureux, tu vois. Je le sens pas... son énergie, tu vois. Moi, je me focus pas mal sur les énergies des gens. Et en fait, je ressens pas ça, tu vois. Je ressens beaucoup de stress. Je ressens, tu vois, beaucoup... pas de plénitude, du mal à se contenter de ce qu'il a, vouloir toujours plus. Et en fait, je me dis, est-ce que c'est la vie, tu vois, que j'ai envie de mener? Ce gars-là, en fait, quand je suis arrivé et qu'on a commencé à parler, directement, il s'est mis en compétition avec moi. Ah Ce ouais. qui, pour moi, en fait, n'avait aucun sens. Parce que le gars, tu vois, t'es milliardaire. En fait, on n'est pas du tout, mais pas du tout, genre, dans la même catégorie. Mais en fait, il me disait, ouais, du coup, t'as quel âge? Ouais, donc t'as pris 30 millions avant tes 30 ans. Ouais, ben moi, à 28 ans, j'avais pris 3 millions. Mais du coup, avec l'inflation, il m'a vraiment sorti ça. Il m'a dit, avec l'inflation, aujourd'hui, ça représenterait peut-être ouais, 14-15 millions. Donc, ouais, à ton âge, j'étais un petit peu mieux. Mais en fait, il m'a vraiment dit un truc comme ça. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais C'est ridicule. tu vois, genre, l'insécurité que tu as pour te comparer avec un gars qui a 30 ans, alors que toi, enfin, surtout que tu n'as rien à prouver. Tu vois, il a une boîte avec des milliers de personnes, peut-être un peu plus que 10 000 même maintenant. Et du coup, je me disais, mais ça a pas de sens. Et en fait, je me suis posé beaucoup de questions parce que, en gros, lorsque l'argent n'est plus, euh, en fait, rentre plus dans l'équation, qu'est-ce que Mm. tu fais de Ouais. ta vie? Et tu sais, il y avait cette question, c'était How big would you dream if you knew you couldn't fail? Et ça, en fait, c'est une question que les gens ne se posent jamais parce que l'excuse, moi j'appelle ça l'excuse de l'argent. Et parfois, c'est une excuse qui est valable, parfois elle n'est pas valable. Mm. Mais la plupart des gens, tu vois, c'est ben non, toi, tu as des gens qui pourraient te dire ah, j'ai toujours voulu me lancer, mais avec le taf, ben, impossible parce que je dois payer mes factures, je dois faire en sorte que les enfants puissent faire ci, ça, ça. Ces gens-là, tu vois, tu les prendrais et tu leur dirais ok, combien d'argent tu as besoin pour lancer ton projet et faire en sorte que ça marche. Tu vois, ils te diraient, bah, je sais pas, je suis payé 2 000 € par mois, et il me faut 2 ans pour que ça marche, donc si j'ai 40 000 €, je pourrais me lancer et réussir à faire mon truc. Tu leur donnerais 40 000 €, ils se lanceraient toujours pas. C'est trop vrai. Et pourquoi, à ton avis? Parce que je pense que je pense il y a d'autres facteurs qui font que... et en fait, il y a plusieurs facteurs. Je pense qu'il y a le premier facteur qui est le plus classique, c'est que les gens ont besoin d'avoir des rêves. Et que la plupart des gens n'ont pas besoin de réaliser leurs rêves. Du coup, c'est des fantasmes un peu. Ouais, c'est des fantasmes. Et c'est très bien comme ça. C'est un fantasme, tu idéalises une vie et tu l'as toujours dans le coin de la tête et c'est Mm. toujours un truc auquel tu penses, mais t'as pas forcément. Enfin, et c'est fine, tu vois, de pas du tout y aller. Et après, tu as des gens en fait qui n'ont pas du tout été élevés dans la création, le passage à l'action.
et en fait qui ont des croyances limitantes sur le fait qu'ils peuvent y arriver, qui font qu'en fait ils sont tétanisés et ils peuvent pas se lancer. Et ça, je pense que c'est la grosse majorité en fait des gens sont retenus par tout ça, quoi. Et toi, est-ce que je suis curieuse de savoir parce que peut-être que de l'extérieur, on pourrait se dire que tu n'as jamais eu de croyances limitantes, que tu n'as jamais eu de doute, de peur. Est-ce qu'à un moment donné, t'as eu des gros moments de doute ou est-ce que quand tu as démarré, quand tu as commencé, est-ce que tu avais des croyances limitantes comme ça qui pouvaient te freiner? Ah Ou est-ce que ouais. Ouais, Bah ouais, ouais, il y en a plein. c'est vrai? Mais mon état d'esprit, il a vachement évolué. Mon premier business, c'était un business de t-shirt. Mon père, il fait de la sérigraphie, donc il imprime sur des tissus, tu vois. Donc il s'était lui-même construit sa machine, tout ça. Et donc moi, je me disais, classique, tout le monde met des t-shirts. Forcément, il y a de l'argent à faire dans les t-shirts. Allons-y, tu vois. Ouais. Et en fait, je commence à créer un truc avec mon père. J'avais toutes les croyances limitantes, c'était bah, en fait, tant que c'est pas prêt, on peut pas faire de lancement. Il faut que l'expérience soit parfaite pour pouvoir y arriver. Mais en fait, la procrastination, en fait, pour moi, plutôt, c'est le perfectionnisme, c'est plutôt de la procrastination déguisée. Donc, sous couvert de c'est pas encore prêt, bah, en fait, tu continues de toujours bouger les deadlines que tu t'étais fixés. J'avais peur, tu vois, de me lancer, j'avais peur de contacter des gens. Je faisais beaucoup aussi euh, je sais pas comment on dit, mais c'est de l'annulation par soi-même, tu vois. Je me fermais des opportunités avant même d'avoir essayé de les créer. Donc, Ah, ça c'est intéressant. par exemple, tu vois, contacter des influenceurs pour le projet T-shirt. En fait, je me disais à chaque fois, j'allais sur leur profil, j'essayais de réfléchir à une phrase d'accroche. Et en fait, j'étais là, non, mais c'est sûr qu'ils aimeront pas la marque pour. Et tu sais, mon cerveau, il trouvait 1000 raisons. Ça me parle trop que tu me dises ça. Ça me parle trop pour le podcast, par Mm. exemple. Parce qu'il y a des fois où je me dis, ah, bah, j'aimerais bien inviter cette personne. Non, mais je suis pas encore prête, c'est pas Ouais. encore assez grand, machin. Ouais, c'est trop intéressant. Ou il a trop de choses à faire. Ouais. Et en fait, ça, tu vois, je le faisais énormément au début. Après, ce projet, bon, ça a pas fonctionné, les t-shirts. Et du coup, c'était assez dur parce que, bah, tu vois, mon père, je lui avais un peu vendu le truc en mode on va faire grave de l'argent. Tu vois, je l'avais surhypé parce Mhm. que moi, je suis super optimiste de base. Et en fait, tu sais, j'avais vachement honte après. J'avais honte parce que bah, lui, s'était vachement projeté dans le truc, que on avait une bonne relation et qu'en fait, après, tu vois, ça a vachement terni notre relation. On s'est pas parlé pendant quasi 1 an et demi, tu vois, Ah ouais. après ça, ou en tout cas, on se voyait. Avant, on s'appelait régulièrement, tu vois, on parlait de plein de sujets. Mon père, il est ultra cultivé et moi, j'ai toujours adoré avoir des conversations avec lui, mais après ça, il y avait un peu, tu vois, cette honte et j'avais vraiment cette envie de réussir. Et j'avais un pote, Badis, avec qui on avait lancé une agence d'acquisition, qui lui, du coup, était à fond dans la prospection commerciale. Et en fait, en bossant avec lui, j'ai appris énormément, tu vois, là-dessus. Et ça m'a aussi aidé à casser des croyances limitantes. Parce que, en fait, je pense que de base, moi, je suis quelqu'un qui m'adapte pas mal au milieu que je fréquente. Enfin, tu vois, j'ai eu la chance de côtoyer des milieux très, très différents. Euh, je dirais que je suis issu de la classe populaire slash moyenne. Mes grands-parents, tu vois, c'était à la ferme. J'allais bosser sur les chantiers quand j'étais petit avec mon grand-père. À côté de ça, j'ai fait 10 ans de basket, 15 ans de basket. J'étais à la Goutte d'Or, donc Barbès, Porte de la Chapelle, tout ça. Tu vois, j'étais un des seuls blancs de l'équipe. Et en fait, partout où j'étais, je m'intégrais bien. Quand j'allais pareil, après, je sais pas, j'étais au lycée à Racine, c'était dans le 8e. Donc là, tu vois, c'est une population qui avait rien à voir avec les gens que je fréquentais. Et en fait, petit à petit, tu vois, j'ai côtoyé des gens vachement différents. J'ai vu des cons dans toutes les classes sociales, mais aussi des gens archi gentils et généreux. Et et je trouve qu'en fait, les gens que tu côtoies, c'est vraiment ça qui te permet parfois de casser en fait ces croyances limitantes que tu peux avoir. Ouais, c'est vrai. Et dans la prospection avec Badis, c'était ça. Tu vois, après, ça devient un jeu. Donc, tu te dis, bah, vas-y, contacte des gens et vois comment ça se passe. Et quand j'ai lancé l'Emlist, tu vois, c'était pareil. En fait, à la base, je me disais, bon, t'es en France, contacte des gens en France, ça sera plus simple pour vendre ton outil et tout.
grosse croyance limitante que c'est pas possible de le faire aux États-Unis. Mais en fait, avec l'agence, je me suis rendu compte, attends, j'avais déjà réussi à booker des meetings avec SAP, tu vois, qui sont des boîtes genre ultra fat Énorme. et aux US. Donc je me dis, mais pourquoi est-ce que je le ferais pas, tu vois, avec Lemlist? Et en fait, en testant comme ça, je me suis rendu compte que mon taux de conversion, quand je faisais de la prospection, il était beaucoup plus élevé aux US. Et 3 ans après avoir lancé Lemlist, c'était notre marché le plus gros, tu vois. Et on avait de plus en plus de Français qui venaient en pensant que c'était un outil américain. Et ça, tu vois, c'est des croyances limitantes, j'en ai eu plein. Mais je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est d'être dans un état d'esprit. Et je pense que la personne qui l'avait vachement bien résumé, c'était Alexandre Astier. C'est le mec qui a écrit Camelot, qui joue dans Camelot aussi avec toute sa famille. En fait, il dit que lui, c'est un artiste, un créateur, et que son seul rôle sur Terre, c'est de créer. Et qu'une fois qu'il crée quelque chose et qu'il le met, qu'il a fini de le créer, qu'il le montre, tu vois, à une audience de quelque façon que ce soit, tu vois, que ce soit une pièce de théâtre, que ce soit un film, un livre ou peu importe, lui, en fait, son travail, il est terminé. La façon dont les gens vont le recevoir, c'est plus son problème. Que les gens aiment ou aiment pas, c'est plus son problème. Et en fait, c'est totalement détaché de ça. Et c'est vrai que moi, à partir du moment où j'ai commencé un petit peu à conscientiser, tu vois, le fait que si tu veux progresser, t'as pas d'autre choix que de faire. Et il faut le plus possible se détacher de la qualité de ce que tu fais, puisque en fait, c'est le volume et la répétition qui va faire que tu vas devenir bon. On ne devient pas excellent orateur en lisant tous les livres sur l'éloquence. Ça peut t'aider, ça peut t'apprendre quelque chose, mais pour devenir excellent orateur, il faut que tu parles, il faut que tu le fasses des discours devant certaines personnes, que tu t'enregistres devant une caméra, que, je sais pas moi, tu fasses des podcasts. Ouais. Et en fait, ça, c'est un truc où, dans tout ce que j'ai fait, j'ai appliqué, tu vois, la règle des 100, en gros, où c'est tous les jours, pendant 100 jours, je dois faire une activité si j'ai envie de devenir bon dedans. Ou en tout cas, me considérer comme... et en fait, cette règle-là des 100 jours, elle fonctionne vraiment dans tout. Ouais. Moi, je l'adore. Et je trouve que c'est assez fou parce que jour 1, t'es nul. Donc, poster sur LinkedIn. Jour 1, t'es nul, mais jour 100, t'auras pas du tout le même sentiment qu'au jour 1. Et juste ça, ce sentiment de progression, comme tu disais tout à l'heure, ça anime une flamme en toi. Ça veut pas dire que post LinkedIn, tu feras ça toute ta vie et que tu vas faire ça pendant 1000 jours. Peut-être que au bout de 50 jours, tu vas te rendre compte que ça t'a saoulé. Mais si ça t'a pas saoulé et que tu commences à avoir des vrais résultats pour ton business, en fait, ça va te motiver. Pareil, tu vois, pour la prospection. Appeler des gens, envoyer des messages de prospection, que ce soit par email, par LinkedIn, etc. Au début, tu n'es pas bon, mais dès que tu commences à recevoir des réponses parce que tu as changé des choses, d'un coup, en fait, ça devient un jeu et d'un coup, tu deviens meilleur. Et petit à petit, en fait, pour revenir un petit peu sur... parce que je pense que c'est lié, tu vois, aux croyances limitantes. Moi, j'avais énormément de croyances limitantes. Donc, tu vois, si on doit les lister... les gens qui ne te connaissent pas, ils te répondront jamais que si tu les contactes. Pour se lancer, il faut d'abord avoir une expérience professionnelle en start-up. Tu vois, tout ça, c'était des trucs qui au début me paralysaient, tu vois. Pour lancer un produit tech, il faut forcément être un bon développeur. Tu vois, pouvoir se lancer à l'international, il faut avoir des bureaux à l'international. Tu vois, je pourrais te lister, mais j'en ai énormément. Mais en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la raison pour laquelle les gens parlent, tu vois, de la dureté du travail, pour moi, c'est pas tant pour le sacrifice que c'est, tu vois, de travailler dur, mais plus parce que lorsque tu travailles dur, et notamment plus dur que les autres, en fait, ça te permet d'avoir cette confiance en toi qui te permet de te dire que tu vas potentiellement mériter de réussir plus que les autres. Ouais, j'ai vu ce post que tu as créé et je pense que c'est un de mes préférés que tu as écrit. Parce que je suis totalement d'accord, en fait, ça crée comme des preuves tangibles que tu mérites ce que tu es en train de poursuivre. Là où... Et tu vois, ça me fait penser à une autre question que j'avais pour toi.
Il y a un concept qui, je crois, a été d'abord vulgarisé par Steve Jobs, si je ne me trompe pas, où il parlait plutôt du concept de signal versus noise. Hmm. Tu vois, un très bon entrepreneur va être en mesure de différencier. Est-ce que c'est un signal ou est-ce que c'est du bruit? Est-ce que c'est un signal qui va me permettre d'avancer? Est-ce que je suis censée faire cette tâche-là qui va me permettre de passer de 0 à 1 et d'avancer? Ou est-ce que c'est juste du bruit, de la distraction, un objet brillant, tu vois? Ouais. Et parfois, on a tendance à... On peut énormément travailler, mais en fait, finalement, on n'est pas en train de travailler sur un signal, on est en train de... C'est du bruit, tu vois? Ouais. Comment est-ce que tu fais la différence pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie peut-être, je sais pas, de se lancer ou même de progresser dans leur business, ils se sentent stagnés, mais ils ont du mal à déterminer est-ce que c'est une tâche qui va être vraiment utile pour me faire progresser ou est-ce que je suis juste en train de me distraire? Ouais. Et est-ce que c'est important de déterminer la différence entre les deux pour toi? Je pense que c'est vachement important. Je vois très bien ce dont tu parles. Je pense que la plupart des gens ont du mal à le faire. Et c'est aussi pour ça qu'il y a énormément de boîtes, tu vois, qui vont droit dans le mur. Je pense qu'au fond, les gens, ils sont au courant de ce qui est signal versus bruit. Mais que bosser sur ce qui est le signal fait parfois peur. Donc je vais te donner un exemple ultra concret. J'ai un pote entrepreneur, très smart. Il a monté des business, il connaît, tu vois, toute la théorie de l'entrepreneuriat. Il a dû lire tous les bouquins qui existent sur l'entrepreneuriat. Tu vois, c'est un gars, tu lui parles, tu pourrais te dire que c'est le CEO d'une boîte qui est valorisée à 1 milliard, quoi, tu vois. Son SaaS aujourd'hui, donc son logiciel, il fait 10 000 euros de revenus récurrents mensuels. Ok. 10 000 euros de récurrent mensuel, ce qui veut dire que pour lui, là, c'est l'équivalent, je crois, de 300 clients. Donc 300 boîtes qui payent pour son logiciel. Donc tu te dis, bah, trop bien, si tu as 300 boîtes qui payent, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y en ait pas 1000, tu vois. Ouais, Donc là, je lui dis, ton marché, tu es d'accord que c'est pas 300 boîtes? Il me dit, bah ouais, en fait, il pourrait y en avoir 300 000, tu vois. Je dis, ok, donc on est d'accord que d'aller à 1000, ça doit être faisable. Il me dit, ouais, et je lui dis, ok, et du coup, tu fais quoi en fait cette semaine? En fait, tu bosses sur quoi? Et bah, il va me dire, bah, je vais développer de nouvelles fonctionnalités pour les clients, pour machin. Lui, ce qu'il aime, c'est ça. Lui, il est passionné par le produit. Il a toujours envie de rendre son produit meilleur. En réalité, son objectif, c'est de faire... Je lui dis, c'est quoi ton objectif? C'est de faire plus d'argent? Oui, c'est mon premier objectif. Donc son premier objectif, c'est de faire plus d'argent. Ce qu'il aime, lui, c'est faire des fonctionnalités. Donc chaque semaine, au lieu de faire des tâches qui vont apporter plus d'argent, lui, il fait des tâches qu'il aime, en fait. C'est trop intéressant ce que tu dis Parce là. qu'en fait, il est occupé. Évidemment, il bosse ultra dur sur le produit et tout. Hein. Il est très busy, il taffe beaucoup. Tu vois, c'est un gros bosseur. Mais en fait, tu vois, à chaque fois que je lui parle, tu sais, c'est genre mini session de coaching, tu vois, c'est en mode est-ce que les fonctionnalités vont apporter demain plus de clients? Je lui dis, vas-y, on va faire un cas extrême. Demain, dans un mois, tu dois avoir doublé ton MRR parce que tu dois payer une opération pour ta femme. Ok, je lui dis, tu bosses sur quoi? Je lui dis, tu fais des features ou tu fais autre chose? Ah bah non, je fais pas des features. Je fais, bah tu fais quoi? Bah je vais faire de la prospection. Je vais faire des ads. Je vais faire, tu vois, du call. Je vais faire... Je dis, bah en fait, du coup, tu sais quoi faire pour avoir plus de revenus, on est d'accord? Ouais. Et en fait, les gens, au fond, ils le savent. C'est trop vrai, On sait tous, tu vois, on le sait au fond de nous. Donc, soit t'es coaché, et dans ce cas-là, où t'as des sparring partners, tu vois, qui te mettent un peu le nez dans ton caca et qui te disent, voilà, ben, maintenant tu sais quoi faire et ok. Soit tu décides de faire ton business à ta façon, et dans ce cas-là, peut-être ne sois pas frustré et réajuste tes objectifs, tu vois, parce que un gars qui est passionné par le produit, lui, son problème, c'est que niveau financier, là maintenant, il s'y retrouve à peine, parce qu'à 10 000 euros, tu vois, en SaaS, l'avantage, c'est que il a très peu de coûts, tu vois. Il a un développeur qui doit payer en freelance peut-être 2 000 euros, et après, derrière, coût de serveur, ça va lui coûter peut-être 1 000,
Et donc, tu vois, il y a 7 000 euros qu'il peut prendre. Et avec les taxes en France, il te reste Oui, pas 3 grand-chose. 500 euros. Ouais. Donc, tu vois, il doit s'y retrouver par rapport à ce qu'il pouvait peut-être toucher un petit peu avant. Donc, qu'il fasse sa boîte comme il a envie de le faire, à la limite, pour lui, ça va, tu vois. Mais son vrai objectif, c'est quand même de faire plus d'argent, de grossir. Et il sait quoi faire, mais il le fait pas, tu vois. C'est trop intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai l'impression, je sais pas, je suis très curieuse d'avoir ton avis là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu des entrepreneurs qui sont, je sais pas si on peut les qualifier d'entrepreneurs, mais j'ai l'impression qu'il y a des profils plus créatifs, plus, tu vois, qui aiment être dans l'aspect créatif des choses, dans, comme tu dis, le produit, réfléchir à la vision, etc., mais qui sont peut-être pas forcément animés par l'aspect commercial où en fait, tout le cœur de ton business qui est de le développer, d'augmenter tes revenus, etc., ça va pas forcément les animer. Mais du coup, ces profils-là, est-ce qu'ils sont pas censés avoir quelqu'un qui va les complémenter sur ce sujet, tu vois? Par exemple, quelqu'un avec qui ils vont s'associer et qui va être à 100% focalisé sur la prospection, par exemple, euh, plutôt que de... En fait, finalement, est-ce que tu peux te forcer à faire quelque chose que tu n'aimes pas si ça fait développer ton entreprise, tu vois? Est-ce que tu peux... Est-ce que finalement, le signal, c'est là où il y a une zone de flou, en tout cas à mes yeux, c'est que si j'aime pas faire de la prospection, je vais avoir du mal à le faire sur le long terme et à le faire vraiment bien, tu vois? Ouais. Ou par exemple, si moi j'aime faire des vidéos ou faire du contenu, je vais pas avoir de mal à en faire, je sais pas, tous les jours et tu vois, et du coup je peux devenir excellente là-dessus, mais si j'aime pas la prospection, est-ce que tu vois, je peux me forcer finalement à le faire? Je comprends ce que tu veux dire. Je pense il y a plusieurs points. Premier point, l'association, c'est toujours très utile d'avoir tu vois, des gens avec des qualités et des compétences complémentaires. C'est, je pense, la voie la plus simple du succès, tu vois, surtout quand tu t'entends bien avec les gens avec qui tu travailles. À mon avis, c'est ce qui fait, tu vois, que la plupart des super boîtes, ben, en fait, elles avaient des associés qui étaient tous ultra complémentaires. Concernant, tu vois, après la prospection, je pense que c'est toujours important de comprendre pourquoi est-ce que tu aimes faire quelque chose et pourquoi est-ce que tu n'aimes pas le faire. Est-ce que tu n'aimes pas... Parce que tu vois, la prospection, c'est un bon... je trouve que moi, ce que j'aime bien avec la prospection, en fait, c'est que ça te met face à tes démons et à tes peurs. C'est vrai. Tu vois, parce que les ads, en fait, t'es caché. Tous les trucs, tu vois, où tu dois te... C'est comme monter sur scène et parler. En fait, tout ça, c'est des choses où, pour moi, c'est... Tu peux pas te cacher. Quand tu appelles quelqu'un au téléphone, quand tu envoies un email depuis ton nom, un message LinkedIn depuis ton profil, un call DM depuis Instagram, c'est toi, c'est ta personne. Tu peux pas te cacher. Et en fait, j'aime bien me poser la question de savoir pourquoi est-ce que ces gens ont peur. Est-ce que ils aiment pas, ils l'ont fait plein de fois, ils l'ont fait des centaines de fois, et ils peuvent le faire et ils aiment pas ça? Ou est-ce que ils l'ont jamais vraiment fait et ils disent qu'ils aiment pas ça? Pour moi, c'est la nuance un petit peu à avoir. Et si tu l'as jamais fait et que tu dis que t'aimes pas ça, là, j'aime bien creuser, tu vois. J'aime bien comprendre pourquoi en fait. Est-ce que c'est parce que tu as peur du rejet? Est-ce que c'est parce que tu as peur du non? Ou est-ce que c'est parce que tu considères que, ben en fait, parce que si on repart sur les bases, un business, pour qu'il fonctionne, que ce soit du service, du produit, t'apporte en fait une solution à un problème spécifique. Donc quand tu fais de la prospection commerciale, ce que tu fais, c'est que tu contactes des gens pour les aider à résoudre un problème. Si tu décides d'arrêter de prospecter, c'est que tu décides en gros d'arrêter d'aider les gens à résoudre leurs problèmes. Donc d'un point de vue pratico-pratique, décider d'arrêter d'aider les gens, c'est pas tu vois, quelque chose qui ne devrait pas animer le founder en général quand il se lance. Au contraire, tu vois. Parce que si tu lances une solution à un problème, c'est que tu as envie qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent en bénéficier. Donc en gros, tu vois, je pense que je suis aligné avec toi sur le fait que il faut s'associer avec des gens qui ont des skills qui soient complémentaires, ou en tout cas avoir des gens dans son équipe qui ont des skills complémentaires, ça c'est super important. Euh, je pense que c'est important pour des fondateurs qui sont créatifs de faire de la prospection pour avoir, ou des ads, ou peu importe, mais en fait pour avoir ce feedback du marché. Parce qu'en fait, signal versus noise, c'est quoi? Signal versus noise, en fait, pour moi, c'est juste un feedback de marché. Si je t'en...
Si je t'envoie, on va faire un truc très simple. Si j'envoie, OK, augmenter votre taux d'ouverture à vos mails de prospection. Ça, c'est l'objet de mon mail. Signal, je book 20 rendez-vous sur 100 personnes contactées. Bruit, personne ne m'a répondu. Tu sais que je pense que c'est la meilleure définition qu'on m'ait donnée sur ce sujet, je pense. Ah. Vraiment, ouais. Mais tu sais pourquoi? Parce que en fait, c'est hyper concret ce que tu dis. C'est si tu veux en gros déterminer qu'est-ce qui est un signal et qu'est-ce qui est du bruit, le meilleur moyen, c'est de le tester concrètement dans la matière et de voir si ça accroche un peu comme si tu étais à la pêche et que ça accrochait ou ça accroche pas en fait. Exactement. Mm. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, je trouve que quand tu es créatif, il faut, enfin, tu vois, pour savoir si les gens ils sont à fond ou pas, bah, en fait, c'est la façon la plus simple de le savoir, quoi. Ouais, ouais. Je sais que tu as investi dans plusieurs entreprises ces dernières années et que tu travailles avec des... Enfin, je pense que tu mentors certains entrepreneurs, si je me trompe pas. Ouais, j'aide les gens de façon générale. Après, Ouais. je j'ai pas encore, tu vois, il n'y a pas d'offre de mentoring ou quoi. Ok. Ok, mais je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que tu... Pour toi, c'est quoi les trois qualités les plus importantes que tu regarderais et que tu chercherais chez un entrepreneur si tu décidais d'investir dans son entreprise, dans son projet, pour les entrepreneurs qui nous écoutent et qui auraient envie, par exemple, justement, de se concentrer sur les choses qui comptent, tu vois, les compétences qui sont les plus importantes, ce serait quoi pour toi? Les trois qualités, les Ouais. trois compétences qu'il faut absolument que tu maîtrises ou que tu possèdes si tu veux te donner la chance de... Au total, je pense que tu vois, j'ai investi quelques millions dans, je dirais, une trentaine de boîtes, peut-être un Ok. petit peu moins. Donc, c'est pas un range qui est statistiquement ultra significatif, mais ça donne une petite idée, tu vois. Je trouve que les meilleurs entrepreneurs, c'est pas ceux qui vont demander. En fait, il y a un peu. Je trouve que mais à chaque exemple que je te donne, j'ai un contre-exemple en fait. Ah, c'est intéressant. C'est ça qui est assez ouf. Tu vois, j'allais te dire, les meilleurs entrepreneurs, ils te demandent pas forcément des conseils. Tu vois, ou en tout cas, ils vont t'en demander et puis après, ils exécutent selon leurs convictions profondes. Et après, je peux aussi te trouver un exemple où en fait, ils écoutent tes conseils, ils les appliquent et reviennent vers toi avec ce qu'ils ont fait, ce qui a marché, pas marché pour justement t'expliquer, tu vois, par la suite. Donc en fait, tu vois, j'ai les deux cas extrêmes. Après, si j'essaye de prendre des qualités, tu vois, que je vois peut-être un petit peu dans les entrepreneurs, je pense que la résilience, tu vois, c'est le truc assez classique qu'on dit, mais c'est réel. En fait, je pense que les gens ne se rendent pas compte des montagnes russes que l'entrepreneuriat, tu vois, peuvent te faire vivre. Typiquement, le nombre de fois où j'ai cru que l'M-List allait se casser la gueule et qu'on allait être à zéro, alors que de l'extérieur, tu vois, tu peux te dire tout va bien, machin, machin, et moi aussi je le pensais. En fait, parfois, c'est sur des trucs assez ouf, des trucs que tu contrôles pas, changement de réglementation, Google qui se réveille, machin. Enfin, il peut t'arriver toujours plein de choses. Donc, la résilience, c'est quand même super important. L'optimisme, je pense que ça, c'est une qualité qui est vraiment sous-évaluée. Les entrepreneurs qui se disent pragmatiques, mais qui sont en fait des pessimistes ou des cyniques un peu cachés, ça, je pense que c'est la pire toxicité que tu peux amener dans une boîte. Parce que, en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est réussir à fédérer des gens autour d'une vision, de leur faire croire, en fait, qu'un futur qui n'existe pas va exister et de le voir avec une énergie qui va être communicative pour que les gens puissent tous taffer dans la même direction avec le meilleur mindset possible. Et ça, pour moi, l'optimisme, tu vois, c'est un truc que peu de gens ont, mais que les meilleurs ont tous, tu vois. Ça ne veut pas dire que tous les optimistes réussiront, mais par contre, je sais que la plupart des pessimistes, eux, échouent, tu vois. C'est intéressant. Et en revenant sur ce que tu as dit sur la vision, est-ce que pour toi, c'est indispensable d'avoir une vision, une mission claire, un pourquoi clair? Tu vois, Simon Sinek, il parle beaucoup de start with why. Ouais. Et apparemment, ce qu'il dit, c'est que c'est vraiment le sujet limite le plus important et qui fait que les gens vont acheter ton produit ou ton service. Ouais. Est-ce que pour toi,
c'est indispensable de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Et tu vois, découvrir ta mission, ton life's purpose et tout ça pour pouvoir, tu vois, Ouais, non, je pense que c'est le pire advice que tu C'est peux vrai? donner à quelqu'un, ouais. Ok, c'est intéressant. Pourquoi? Je pense que c'est un très bon conseil que tu donnes à quelqu'un qui a fait 20 ans de développement personnel, qui Mm. a 50 ans et qui se connaît. Et c'est ce que En fait, Simon Sinek, quand il écrit Start with Why, en fait, il s'écrit à lui-même, tu vois. Mm. Il sait qu'il a énormément bossé sur qui il était, il se connaît, il sait ce qui le motive à fond. Et donc, pour lui, il a une clarté qui est extrême. Et donc, sa clarté extrême fait que depuis qu'il l'a, il vit extrêmement bien sa vie, ses expériences, tout est aligné et donc il a envie de le partager au monde. Et évidemment que pour les gens qui ont ça, et les gens qui ont cette clarté, et ça ne veut pas dire que toutes les personnes ont besoin de faire 20 ans de dev perso ou quoi, mais ces gens qui ont cette clarté, oui, pour eux, c'est beaucoup plus facile, c'est sûr. Mais est-ce que tu es obligé d'avoir ça? Moi, je pense pas. Et ça, typiquement, c'est ce qui m'a fait ultra culpabiliser au départ. Ah ouais? Moi, j'avais pas d'ambition, j'avais pas de grande mission. Je galérais à trouver un mission statement. Et tu sais, tu as toujours ces conseils au départ où les gens ils te disent ok, c'est quoi ta passion? Et à partir de ta passion, tu trouveras quelque chose qui va te combler. Mais en fait, c'est faux, tu vois. Si ta passion, enfin, tu peux avoir des passions qui resteront toute ta vie des passions et qui sont pas des choses que tu dois monétiser. Très souvent, je trouve que les meilleurs business, c'est des gens qui, en fait, partent du principe qu'ils aiment résoudre des problèmes spécifiques, qui tombent sur un problème assez complexe à résoudre, qui se mettent à le résoudre et qui ont justement du signal. Mm. Et ce signal, c'est ça qui va nourrir leur envie d'aller encore plus creuser, d'aller encore plus aider des gens. Parce qu'en fait, en réalité, les business, c'est souvent ça. Hein, tu vois, quand tu t'adresses directement à des consumers, c'est peut-être pas les mêmes leviers parce que c'est pas toujours problème-solution, mais dans beaucoup des cas, en fait, je dirais que peut-être 90% des business, c'est ça. Tu vois, il y a un Mm. problème qui existe, nous vous offrons une solution. Et après, il y a toutes les fioritures qui peuvent tourner autour, branding, marketing, tout ça. Mais ce côté problème-solution, en fait, ça veut dire que de base, si tu te lances dans un business, tu as envie d'aider les gens d'une certaine manière. Donc plutôt que de start with why, en fait, c'est peut-être start with who, tu vois, genre Mm. qui est-ce que tu as envie d'aider, pourquoi, et est-ce que c'est des gens avec qui tu apprécies travailler, est-ce que tu trouves que les interactions, elles sont cool, utiles, et quand tu sais qui tu veux servir, là, en fait, tu as une multitude de choses que tu peux faire. Et en fait, c'est moins de pression sur Ouais. c'est mon alignement, il n'y a que ça que je ferai dans ma vie tout le temps. Parce qu'en fait, tu peux faire plein de choses et tester et apprendre. Et moi, j'ai un peu ce truc, tu vois, de dire que tu vois, l'ambition, c'est comme l'appétit, quoi. Ça vient en mangeant, en fait. C'est plus tu vas tester des choses et plus tu vas te permettre. Enfin, moi, mon ambition quand j'ai lancé l'AMI, c'était de me payer un salaire, tu vois. Donc, c'est sûr que par rapport à des gens de bonne famille que j'avais rencontrés à HEC, qui eux avaient des ambitions de faire des billion dollar compagnies, bah non, tu vois, moi, c'était déjà, si j'arrive à me payer un salaire, ça sera bien. Mm. Ensuite, quand j'ai atteint ce stade, bah, je me suis dit, en fait, maintenant, recruter une équipe. Ensuite, aller faire, tu vois, le premier million. Ensuite, tu vois, et ainsi de suite. Et après, tu te permets de rêver de plus en plus grand quand tu as suffisamment de preuves que tu as été capable de faire des choses qui font une structure Ouais. et une base solide, en fait. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais que l'argent, ça avait été important pour toi à un moment donné et quand tu as revendu 20% des parts, c'est ça? Ouais. Et que tu as touché les 10 millions, à ce moment-là, qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport à l'argent? Qu'est-ce que ça a... Peut-être même pas que par rapport à l'argent, mais qu'est-ce que ça a changé chez toi de pouvoir ne plus avoir à te préoccuper de l'argent? Qu'est-ce que ça... Est-ce qu'il y a eu des leçons que tu as apprises à ce moment-là ou que tu as... L'argent, c'est Ouais, genre un vaste sujet. c'est un très vaste sujet, ouais. Non, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que moi, je suis pas très matérialiste. Après, tu vois, j'ai pas des belles montres, des belles voitures, tout ça, c'est pas trop ce qui m'excite dans la vie. Peut-être que plus tard, ça sera le cas, tu vois, et je me l'empêche pas, hein, parce que Ouais. les montres, c'est joli, les voitures, c'est joli, tout ça. C'est plus, en fait, l'optionnalité que l'argent te donne.
ça t'apporte aussi une certaine liberté. Ça te donne de la paix d'esprit. Euh, En fait, de savoir que tu manqueras plus jamais d'argent, ça te permet en fait d'être beaucoup plus chill en fait vis-à-vis de tout ça. Ça te met en face de tes responsabilités aussi parce C'est-à-dire? que parce qu'en fait c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, tu vois, sur quand t'as plus besoin d'argent, en fait tu peux faire techniquement tout ce que tu veux. Aujourd'hui, tu vois, je peux vivre d'où j'ai envie de vivre, je peux faire ce que j'ai envie de faire, je peux ouais, changer totalement ma vie, mais donc du coup, j'ai une optionnalité qui est quasi infinie. Et en fait, le fait d'avoir trop de choix, tu sais, t'as une sorte de paralysie en fait par rapport à tous ces choix. Et donc, c'est un peu. Il y a eu un moment où, quand je suis au début, tu sais, tu t'en rends pas trop compte parce que j'ai enchaîné et je restais dans ce mood de ben maintenant, c'est quoi le prochain palier? Et donc, en fait, tu vois, j'ai pas vendu la boîte. C'est pas comme si du jour au lendemain, je me retrouvais avec plus d'activité. Mais en fait, j'ai été un peu dans ce mood-là et j'ai eu ben, quasiment ouais, 6 mois où je me posais la question. T'avais, je crois que c'était Camus qui disait, tu sais, t'es condamné à être libre. C'était dans le mythe de Sisyphe, Mm. tu sais, qui est en train de pousser son rocher tous les jours en haut de la montagne. Et à la fin, il tombe et il continue de tomber. Et en fait, il y a ce truc de... ben, en fait, Sisyphe, au final, il sait que à la fin de sa journée, la pierre, elle va retomber. Mais en fait, il continue de le faire. Et en fait, pour moi, c'est un peu ce truc, tu vois, Nietzsche aussi, un exercice, je crois, comme ça, sur si tu devais recommencer la même vie 1000 fois, est-ce que tu ferais ce que tu fais actuellement, tu vois? Ouais, Et, j'aime beaucoup cette. Ouais. et je trouve que c'est des bons exercices, tu vois, juste de penser, en fait, c'est des exercices où t'essayes de te projeter et tu te dis, ah non, ça, c'est clair que je le referai jamais, ou ça, tu vois, ouais, ça, j'adore, ou c'est quoi les moments, tu vois, qui me donnent de l'énergie, qui m'animent et tout. Et en fait, il y a eu un moment, tu vois, pour moi où j'avoue que ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, t'as, bah, tu vois, enfin, je donne de l'argent à mes parents, je vois l'effet que ça a sur eux, tu vois, donc ça, c'est génial parce que, tu vois, ça leur enlève de la charge mentale, c'est cool. Après, dans mes amis aussi, tu vois, j'essaye d'être généreux, d'inviter les gens et tout, mais parfois, tu te rends compte aussi, tu vois, des effets peut-être un peu négatif que ça peut avoir, tu vois, des gens qui du coup prennent pour acquis des choses qui ne le sont pas. Euh, et, et je trouve que ça a simplifié beaucoup de choses, mais que ça a complexifié d'autres parties de ma vie. Par exemple. La plupart des gens, tu vois, vont penser aux relations de couple, tout ça. Personnellement, c'est pas le cas, tu vois, parce que, Ok. enfin, je trouve honnêtement que enfin, moi, je suis quelqu'un, tu vois, d'assez simple. J'aime bien faire de la rando, être dans la nature. J'aime évidemment les endroits archi stylés, mais je kiffe les choses assez basiques. Et donc, du coup, je suis pas, je vais pas être dans des endroits qui vont attirer, tu vois, des personnes qui pour moi en fait enfin j'ai pu côtoyer tu vois ce genre la scène parisienne ce Ouais. genre de truc et en fait tu le vois vite les gens qui sont là parce que tu as de Ils sont l'argent intéressés. ouais Mm. qui sont intéressés c'est assez facile entre guillemets tu vois de s'en apercevoir et c'est pas un jeu que j'ai envie de jouer et ça m'intéresse pas trop donc de mon côté les gens que je fréquente T'arrives à attirer à toi des femmes et des personnes qui sont pas forcément dans l'optique de... Enfin, qui sont pas intéressées prioritairement par ouais l'argent. ouais Ce qui est bien, parce que c'est pas souvent ce qu'on... En tout cas, c'est pas toujours ce que j'entends de mes amis hommes qui ont une bonne situation, tu vois. ouais en fait après c'est enfin je pense que tu le sens tu vois Ouais. d'une certaine manière. Et après, il y a aussi ce truc de, tu vois, enfin, où est-ce que tu mets la limite, qu'est-ce que tu appelles intérêt Oui, c'est vrai. parce que tu vois, c'est pareil, quand je sais que j'avais pas énormément d'argent, enfin, tu vois, ou que j'avais un salaire vraiment limite minimum, ben, moi, je trouvais ça cool d'avoir une meuf qui ait un peu d'argent, tu vois. Mm. Et je l'aimais pas que pour ça c'est sûr. Mais c'était bien, tu vois, parce que ça nous permettait Oui, d'avoir une vie pas trop dégueu à deux, tu vois. Et aujourd'hui,
j'aurais pas besoin, tu vois, d'avoir une copine qui gagne de l'argent. Ça serait pas important. Mais C'est quoi ta vision des finances dans le couple? Je suis ouais, curieuse, ouais, je suis très curieuse de parler de ça avec toi parce que je trouve que tout le monde a un avis un peu différent là-dessus. Et moi, je pense que généralement, les attentes, on va dire, d'une majorité de personnes, quand on voit les dynamiques de couple homme-femme, et si un homme a bien réussi à une situation financière libre et aisée, on va dire, bah, on s'attend à ce qu'il prenne un peu tout en charge, que ce soit lui qui gère toutes les finances, etc. Toi, c'est quoi ta vision là-dessus? Est-ce que pour toi, le ouais, couple, c'est 50-50, franchement, c'est une super bonne question. En fait, j'ai pas un avis tranché tranché? parce Mhm. que pour différentes personnes, il y a différentes choses qui sont acceptables ou pas. Euh, Est-ce que ma future femme a besoin de gagner énormément d'argent? Non, tu vois, ça, Mhm. c'est pas important pour moi. Est-ce que c'est bien pour elle qu'elle ait une activité qui lui permette de gagner de l'argent et peut-être de sentir que ce qu'elle fait, c'est utile et ça a de la valeur? Je pense que pour l'estime de soi, c'est toujours Oui, cool. Après, est-ce que si c'est une artiste, tu vois, qui est dans son art et qui maîtrise pas cette partie-là, mais qui adore ce qu'elle fait et qu'elle se sent utile quand elle crée et qu'elle adore et qu'elle a cet équilibre, bah en vrai, ouais. ça me va aussi, tu vois. Enfin, Mhm. j'ai pas trop de problème avec ça. J'ai la chance, tu vois, de pouvoir subvenir largement aux besoins d'un foyer. Donc, en réalité, je me prends pas trop la tête. Mais je pense que je le vois plus en fait d'une question d'équilibre Mhm. personnel. Et parce que tu vois, aujourd'hui, tu as des. Enfin, ça m'arrive de dater certaines filles qui vont être mal à l'aise si je les invite trop souvent, tu vois. Alors que en réalité, tu vois, moi, je suis au resto, j'ai l'habitude de payer. Et c'est pas. En fait, c'est juste que c'est pas pour faire le mec ou quoi, tu vois, mais ça représente pas grand-chose. Donc, en fait, moi, j'ai été dans une situation où Ouais. je gagnais pas d'argent, où je galérais et j'avais des potes, des petits amis qui payaient pour moi. Et je sais que ça m'enlevait ce truc de. Enfin, en fait, j'ai connu, tu vois, la boule au ventre avant que l'addition arrive, tu vois, ce Mhm. genre de truc. Donc, si je peux, tu vois, quand je vais manger, par exemple, parfois ça m'arrive, il y a des entrepreneurs qui me contactent et qui veulent qu'on aille manger un déj. Je sais qu'ils sont, tu vois, au tout début, que c'est galère et tout. Jamais je ferai 50-50, tu vois. Genre, je vais payer et ça me paraît normal. Après, si tu as des gens qui sont gênés par ça, pour X ou Y raison, parce qu'ils veulent pas se sentir redevables, et tu vois, et c'est Ouais. une autre psychologie, bah dans ce cas-là, tu vois, je laisse aussi. Mais en gros, je trouve que l'argent, c'est tellement personnel Oui, c'est et vrai. tellement. Il y a tellement, en fait, d'histoires familiales et générationnelles et Émotionnel, ouais. émotionnelles dans tout ça que j'avoue pour avoir connu les deux de j'ai pas de thunes et ça me stresse à bah, j'ai de l'abondance, Mm. bah en fait je suis assez flexible tu vois dans tout ça, mais j'ai pas cette vision comme certains mecs plus tradis Ouais. ou slash masculinistes Mm. peuvent avoir de non la femme elle reste, elle s'occupe des enfants Mm. et je gère tout tu vois. Non tu vois enfin ce cas-là si c'est le kiff de ma femme, future femme, de, tu vois, s'occuper des enfants parce que elle adore ça et qu'elle a envie de faire ça et que ça la rend heureuse. Bah ok, tu vois. Si c'est pas du tout son kiff et qu'elle veut garder un taf et continuer de faire ce qu'elle veut, bah elle le fait aussi, tu vois. Ouais, Et ouais. C'est hyper intéressant et je te pose aussi la question parce que j'ai l'impression que l'argent, ça peut un peu fausser les relations qu'on a avec les autres, tu vois. Et je trouve que ça peut amener plein d'autres dimensions, comme tu disais. Ça peut vraiment faciliter ta vie, hmm, mais ça peut aussi, comme tu disais, complexifier et amener certaines gênes. Comment est-ce que ton rapport à l'argent, il a changé, toi, personnellement? Est-ce qu'il y a des choses qui ont vraiment fondamentalement changé? Et tu vois, je te pose cette question aussi parce que j'en parlais avec une amie à moi et elle me disait, pour moi, plus tu es détaché de l'argent, plus tu vois l'argent comme une ressource neutre, hmm, plus tu peux en générer. ouais, Est-ce que tu es d'accord avec ça? ouais.
Ouais. Ouais, parce que c'est un très bon point. En fait, si c'est neutre, tes investissements, ils sont beaucoup moins émotionnels. Tu vois, par exemple, si c'est neutre, on va prendre un exemple très simple qui est la crypto. Moi, je vois mes potes qui investissent en crypto qui, en fait, vont dire en soirée qu'ils investissent en crypto pour avoir un peu ce statut. Mais en vrai, c'est des gamblers, tu vois. C'est des gens qui adorent l'argent, l'excitation. Et en fait, ça monte, ça descend, ça les fait paniquer, c'est émotionnel. Et toutes leurs décisions, c'est des mauvaises décisions. Et c'est ces gens-là qui se font pigeonner par des gens qui voient ça de façon très neutre et qui sont... tu vois, moi, la crypto, bon, peut-être on devrait pas en parler dans un podcast avec tous les enlèvements et tout, mais en gros, c'est un truc où, bah, tu vois, où on va prendre les stock market. Ouais. Moi, j'investis tous les mois de façon... dans des ETF. Ouais, tu vois, en DCA, donc Dollar Cost Average, tous les mois, j'investis la même somme depuis des années. Et en fait, c'est un truc... La même somme. Ouais. Ok. Et ça se fait automatiquement et je regarde jamais que ça monte, que ça descende, je m'en fous en fait, tu vois. Genre, j'ai vraiment une vision ultra long-termiste là-dessus et j'ai pas du tout en fait d'affect vis-à-vis de ça. Ça change quasi rien. Ce qui a changé, je pense, je regarde moins les prix, tu vois, quand je suis au supermarché. Ouais. Alors qu'avant, franchement, je connaissais les prix de tout, tu vois. Ah ouais? Ouais, genre vraiment, j'étais... En fait, j'ai toujours adoré connaître les prix des trucs. Ça m'a toujours... Au début, je pense que ça vient de... faut faire attention au prix. Mais après, j'ai toujours trouvé ça intéressant, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais j'aimais bien. Et maintenant, je sais que je me prends plus trop la tête pour ça. J'ai moins... Pendant longtemps, je regardais mes comptes très régulièrement. Je le fais quasiment jamais. Ah ouais, c'est intéressant. Tu vois, donc en fait, il y a des trucs qui ont changé et ma relation, elle a pas mal changé. Mais aussi pour une raison, tu vois, qui est... En fait, je me suis rendu compte que la somme d'argent que j'avais n'allait pas régler n'allait jamais régler, tu vois, mon ressenti de peur de manquer. Ok. Parce que pendant très longtemps, en fait, tu sais, cette peur de manquer d'argent, bah, tu vois, ça vient de mon éducation, chez ma mère, tu vois, quand tu ouvres les placards, je pense qu'on peut tenir 1 mois et demi s'il y a une guerre avec toutes les conserves. Oui, c'est sûr, tu vois. Et donc, chez moi, j'en parlais dans un podcast récemment, tu vois, mais le gars, ça l'avait fait marrer, mais j'ai genre 3 gels douche, 3 tubes de dentifrice, enfin, tu vois, et j'avais jamais réalisé que c'était un truc weird jusqu'à ce que, genre, il y ait une meuf qui ouvre un placard et qui dise, mais t'as une épicerie ou genre t'es un putain de psycho Et j'avais dit, enfin, tu vois, pour moi, c'était le truc logique, mais ça, c'est lié à ce côté où... quand j'ai eu les 10 millions, tu sais, je pensais que ça allait enlever totalement cette peur de manquer. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait cette peur de manquer, que potentiellement, quand je faisais des achats avec des leviers de dette, machin et tout, ça pouvait me rajouter du stress supplémentaire. Et là, je me suis dit, ouais, il y a un truc qui est pas... Il y a un terrain, tu vois, sur lequel il faut bosser par rapport à l'argent. Et du coup, j'ai déconstruit pas mal de choses, tu vois, notamment sur... le fait que j'ai cet argent ou que je ne l'ai pas, en fait, ça ne change pas ma vie, que la personne que je suis devenue par ces expériences fait que je ferai toujours de l'argent dans ma vie, que j'aurai jamais de problème à en faire, que, tu vois, et en fait, petit à petit, en déconstruisant un peu toutes mes croyances limitantes, pourquoi est-ce que j'avais ce ressenti de potentiellement manque ou en tout cas peur de tout perdre, en fait, en visualisant tout ça, j'ai créé un peu une sorte de tranquillité par rapport à ça et j'avoue que c'est trop cool. Hein. Bah, je pense que c'est ça la vraie liberté, en fait, c'est de plus avoir cette peur. Ouais. Parce que c'est ce que tu cherches à la base, en gagnant clair. Beaucoup d'argent, tu vois. C'est ça qui clair. est ironique, en fait. Mais quand tu arrives à... Et je pense que c'est aussi, tu vois, ce que Jim Carrey il disait, c'est que je souhaite à tout le monde de devenir riche et célèbre pour réaliser que c'est pas... That's not the point, tu vois. Et je pense que c'est une richesse en soi d'arriver à ce stade pour pouvoir justement se rendre compte concrètement que c'est pas ça qui te rend heureux et de pouvoir le déconstruire. J'allais te poser une question, mais ça m'est sorti de la tête. En plus, c'était une question intéressante. Toutes tes questions sont intéressantes. Merci, c'est gentil.
Qu'est-ce que je voulais te demander? Ah, je sais plus. Ça m'est sorti de la tête. C'était Mais sur le dentifrice. non, même pas. Ouais, non. En fait, je serais curieuse de savoir. Aujourd'hui, tu dirais avec du recul, si tu pensais au Guillaume qui a démarré, qui avait cette peur de manquer, qui avait ses croyances limitantes, ses doutes, ses peurs, etc. Si tu devais lui donner un conseil qui pourrait potentiellement le débloquer significativement, tu vois, dans ses actions et dans ce qu'il entreprend, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, je dirais que c'est va chercher du feedback le plus rapidement possible. En réalité, tu vois, vraiment, on parlait de c'est un peu des qualités des entrepreneurs qui réussissent. Je pense que la vitesse d'exécution, ça sera la troisième. Tu vois, on avait résilience, Hmm. optimisme et vitesse d'exécution, ça sera la troisième. Parce que en réalité, les gens qui arrivent à itérer ultra rapidement en mettant leur ego de côté, tu vois, sans penser qu'ils ont raison, tu vois, parce que en fait, quand tu confrontes pas tes idées à la réalité, tu peux t'enfermer dans et ça c'est très français, mais tu vois, je pense que quand on est en France, on est beaucoup plus dans notre intellect, tu vois, il y a ce côté un peu je sais mieux que j'ai la solution et ils ne le savent pas, tu vois, genre les gens Mhm. sont pas encore au niveau pour et ce truc un peu prétentieux d'ailleurs, hein. Et en fait, quand t'enlèves ton ego et tu te dis je pense que la solution c'est ça, je vais la tester le plus vite possible, je vois ce que les gens me disent et j'écoute vraiment, tu vois, je fais de l'écoute active. Ça pareil, tu vois, écoute active, c'est Ouais. tous les entrepreneurs devraient apprendre à vraiment faire de l'écoute active. Et ben là, petit à petit, en fait, c'est vraiment là où tu vas distinguer signal et bruit, quoi. Hmm. Et quand tu sais distinguer signal et bruit, comme tu le dis, en fait, au bout d'un moment, tu n'as plus besoin de travailler autant parce que tout est clair, tout est limpide. Ouais, moi ça, ouais, je trouve ça hyper impactant le conseil que tu as donné, tu vois, sur la vitesse d'exécution et le fait de d'être à l'écoute justement du feedback pour pouvoir capitaliser et amplifier les actions qui ont le plus de retour. Tu vois, ça, je pense que c'est Mm. quelque chose que les gens font pas assez. Et surtout, les gens, en fait, je pense qu'une des croyances limitantes et là où les gens ont un peu loupé le train, c'est qu'aujourd'hui, pour avoir du feedback, c'est pas, euh, Mm. c'est pas genre une semaine, 2 semaines. C'est presque C'est instantané. instantané. Regarde, demain, je fais un post LinkedIn sur un projet que j'ai envie de lancer. Je sais ce que les gens vont dire ou pas dire, tu vois. Mm. Enfin, ou en tout cas, il va y avoir des réactions. Et s'il n'y a pas de réaction, je sais qu'il n'y a pas de réaction, tu vois. Ouais, Je qu'il n'y a fais pas une vidéo d'intérêt. sur TikTok, je fais une vidéo sur Insta, je fais, tu vois, et je le teste. J'en fais 4, 5, 6 avec des angles différents. Je vois ce que les gens répondent, je vois les commentaires, je Mm. contacte les gens qui ont commenté. Enfin, tu vois, genre, Mhm. aujourd'hui, tu vois, on est dans des algorithmes qui veulent forcer les gens à créer. Donc pour forcer les gens à créer, il faut soutenir beaucoup plus les petits créateurs versus les gros. Donc en fait, YouTube a d'ailleurs fait son rollout du nouvel algorithme récemment, ce qui fait qu'on découvre de plus en plus de petits YouTubers versus avant où en fait c'était la mainmise pour tous les gens qui avaient des millions d'abonnés qui essayaient Qui du avait un peu coup... le monopole, Ouais, ils ouais. avaient clairement le monopole. Mais parce que en fait c'était dans la logique de Google qui est le SEO, tu vois, c'est un peu ça. On parle de domaine autorité, l'autorité de ton domaine, elle est gagnée avec le temps, etc. etc. Enfin, bon, tu vois, c'était un peu Mm. le. Mais maintenant, c'est des algos, tu vois, comme TikTok, qui sont là pour la viralité. Donc, quand les gens engagent ou passent du temps ou commentent ou quoi pour des bonnes ou mauvaises raisons, bah, en fait, t'as un Mm. feedback qui est instantané. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Mais c'est comme ça revient aussi à ce que tu disais sur le fait que la plupart des gens savent quelles actions ils sont censés prendre, mais qu'ils ne les prennent pas par Mm. peur et par... Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a peur du regard des autres, qui a peur d'être ridiculisé, moqué, qui a envie et qui se dit mais j'ai vraiment envie, tu vois, de faire ce truc-là, j'ai vraiment envie de vivre une vie différente. Je sais peut-être pas encore quelle est ma mission, ma vision, ma passion, peu importe, mais j'ai peur. J'ai peur de ce que les gens vont dire de moi, de ce que mes collègues au travail vont dire en voyant mon post LinkedIn ou peu importe. Qu'est-ce que tu leur conseillerais à ces personnes? Je trouve que c'est très dur en fait Mm. de donner un conseil, tu vois, à des gens qui ont peur parce que la peur, elle peut venir de plein d'endroits différents.
Donc en réalité, un conseil, je trouve que ça permettrait pas d'adresser assez bien, tu vois, ce que la personne peut potentiellement ressentir. Je pense que les questions qu'il faut se poser, c'est déjà pourquoi est-ce que j'ai peur? Moi, en gros, j'aime bien fonctionner, tu vois, mon schéma de pensée, il est assez simple. Quand j'ai une émotion, j'essaye de comprendre pourquoi j'ai cette émotion. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur du jugement? Est-ce que j'ai peur, tu vois, de l'échec? Et donc, j'essaie de creuser vraiment cette raison. Et après, tu vois, je pars dans l'extrême. Donc, quelle est la pire chose qui peut se passer? Et je force mon esprit, mon cerveau, et il va y arriver hein, à trouver la pire chose. Et après, je me demande quelle est la meilleure chose que je rate. Si il se passait ce truc-là. Non, donc c'est en gros, on va prendre un exemple très concret. Disons que j'ai peur, euh, j'ai peur du jugement des autres si je fais une vidéo TikTok. Ok. Allez. Et ben je dis le pire truc qui puisse se passer, c'est que tous mes collègues voient cette vidéo, qui se partagent la vidéo entre eux, qui me donnent un nouveau surnom à cause de cette vidéo, qui se moquent de moi, qui partagent la vidéo à leurs enfants, à leur famille. Et en fait, tu vois, plus je vais creuser là-dessus, et plus je vais me dire, tu vois, ouais, c'est horrible, mais au fond, tu vois, est-ce que... Enfin, en fait, quand tu le mets par écrit, finalement, tu te rends compte que... Ok, so what, tu vois, enfin, genre, oui, ils se sont foutus de ma gueule, oui, mais est-ce qu'ils l'ont déjà fait? Peut-être. Est-ce que je suis toujours en vie? Oui. Est-ce que, tu vois, genre, ma vie, elle a changé par rapport à ça? Bah, pas vraiment, tu vois. Et par contre, après, je prends... si cette vidéo, elle fonctionne, quelle est la meilleure opportunité, tu vois, que je pourrais avoir en faisant ce genre de vidéo? Bah, en fait, je peux transformer ma vie, rencontrer des gens qui sont ultra inspirants, totalement différents, avoir mes amis qui sont fiers de moi, ma famille qui est fière de moi, créer un business où je me sens libre, où j'ai réussi. Et en fait, cette vision, tu vois, quand tu parles du worst of, donc pire scénario possible, où tu te rends compte qu'en fait, t'es pas morte, tu vois, enfin, genre ça va. Ouais. Et le best qui est en fait, tout peut changer. Et en fait, en listant toutes les choses positives qui peuvent t'arriver, bah, ça devient limite excitant, tu sens les petits papillons et tout. En fait, rapidement, tu te dis, tu sais quoi, allez, tu vois. Et après, genre, je pense qu'un conseil qui peut être assez utile, c'est d'avoir des sparring partners, tu vois, ou des gens en fait avec qui tu fais ça à 2 ou 3, 4 et en fait, tu es ce qu'on va appeler plutôt accountability partner, donc des gens qui vont devoir eux aussi poster ou en tout cas te tenir responsable de ce que tu as dit que tu allais faire. Donc si tu dis que tu postes 2 vidéos dans la semaine, bah, si par exemple à la fin de la semaine tu n'as pas posté, je sais pas, et ben, tu dois 20 balles ou 30 balles, tu peux faire un truc monétaire avec tes amis qui eux ont potentiellement rien à faire, juste te rappeler est-ce que tu as posté et aller checker si c'est le cas, tu vois. Ouais, j'adore. Ça, c'est un super conseil et ça te pousse à passer à l'action. Ouais. Trop bien. J'ai une tradition en fin de podcast. J'ai écrit des petites cartes. Aïe, aïe, aïe. Et tu dois piocher une des cartes et répondre à la question le plus honnêtement possible. Putain, ça met la pression. Où est-ce que je vais? Où je regarde? Je les regarde. Tu veux voir? J'aime bien celle-là. Ok. Ah, t'as une belle écriture. Ah, merci. Quelle est ta plus grande peur en ce moment et que fais-tu pour la dépasser? Ma plus grande peur en ce moment et que fais-tu pour la dépasser? Ça peut être une peur dans ta vie perso, dans ton... Ça peut être n'importe quoi en vrai, mais qui te fait peur. Ah, c'est une bonne question. Tu sais ce que je pense? Je pense que chaque personne qui tire une carte, c'est la question qui devait se poser en ce moment. Ouais, c'est vrai. Bah si, un truc assez perso. Moi, j'ai été en couple pendant assez longtemps et là, ça fait quelques années, tu vois, que je profite, on va dire, du célibat, tout ça comme tous les avantages qu'il peut y avoir à être célibataire.
Et ma peur du moment, bah, du coup, tu vois, c'est de ne pas réussir à trouver quelqu'un maintenant. Du fait que, comme tu disais tout à l'heure, tu vois, ma situation, elle a aussi pas mal changé. Donc, de trouver quelqu'un avec qui fonder une famille et moi, d'être capable, en fait, de rentrer dans ce schéma, tu vois, de couple avec quelqu'un. C'est un truc qui me fait peur parce que je sais que j'ai envie d'avoir une famille, je sais que j'ai envie d'avoir des enfants, mais j'ai un peu de mal, tu vois, à rencontrer des gens de façon où il n'y a pas une certaine asymétrie, tu vois. Donc, les gens que je vais rencontrer dans le monde du travail, tu vois, ça peut beaucoup arriver, que ce soit des conférences, que ce soit via LinkedIn, des events, ou même sur Insta, tu vois, des gens qui m'écrivent, qui sont très sympas et très intéressants. En fait, il y a une asymétrie parce que eux me connaissent beaucoup plus que moi je les connais. Et donc, parfois, tu vois, t'as un peu ce truc qui se crée où dans tes relations, bah, il y a une sorte de déséquilibre dès le départ qui est compliqué à vivre et où je peux du coup potentiellement un peu me méfier parfois, tu vois, parce que quand tu as trop d'asymétrie, Ouais, je comprends. tu te dis, il y a un truc que tu n'as pas vécu, tu Ouais. vois. Ou la personne, elle peut t'idéaliser, Ouais, c'est aussi se ça. créer une image de toi, de qui tu es, et te voir à travers ce filtre-là. Exactement, elle te voit à travers un prisme qui est pas le prisme de la réalité. Et la peur, tu vois, c'est de rencontrer, tu vois, quelqu'un avec qui, justement, pouvoir fonder une famille. Parce que moi, je sais que j'ai envie d'avoir des Des enfants. enfants. Tu vois, je vois mes petits-neveux, j'ai envie qu'ils aient des cousins, cousines. Ouais, c'est trop mignon. Et du coup, c'est un peu... Je sais pas, tu vois, si je le définirais vraiment comme... Enfin, c'est une peur, ça, c'est sûr. Ce que je fais pour essayer de le dépasser, bah, là, tu vois, j'essaie déjà de, m- de me mettre dans des situations où je rencontre des gens sans Ouais. forcément qu'il y ait cette asymétrie Mm. d'informations. Mais c'est pas facile. Et parfois, tu vois, j'ai un peu l'impression que quand tu te mets à fond pour rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément là où tu rencontres les meilleures personnes. Ouais. Donc, ouais. C'est vrai. Et surtout, je sais pas, c'est quoi ton avis aujourd'hui sur les applis de rencontres et la manière dont les gens font des rencontres aujourd'hui? Bah, en fait, je trouve que le business model des applis de rencontre, il est un peu biaisé, puisque leur objectif, c'est Tu restes que dessus le plus tu longtemps restes possible. dessus, quoi, tu vois. Donc, en fait, c'est sûr que bah, c'est bien pour rencontrer des gens différents. J'ai des potes qui ont rencontré, là, j'ai mon meilleur pote, il a rencontré sa femme, hein, ils se sont mariés, là, il y a Ah, c'est trop un bien. mois sur une appli de rencontre. Donc, tu vois, j'ai envie de me dire que Ça peut ça marcher. peut marcher. Après, je trouve aussi que... ouais, en fait, c'est un peu... En fait, ma peur, tu vois, par exemple, sur les applis de rencontre, et peut-être que, tu vois, genre, on va en parler, on Ouais. en parle maintenant ouvertement et tout, mais tu vois, je, comme je me considère comme un profil qui est assez public, ou en tout cas, les gens, tu Mm. vois, ça m'arrive, je vais pas dire que je suis une star parce que sinon, on va se dire, Mm. il a la grosse tête, mais tu vois, genre, Ouais. chaque semaine, tu as quelqu'un qui vient me voir dans la rue parce qu'il m'a Il t'a reconnu. reconnu ou quoi, tu vois. C'est pas au truc où je peux plus me déplacer et j'ai peur, machin et tout, mais ça arrive, tu Ouais. vois. Et du coup, j'ai quand même ce truc où, quand je suis sur les apps, je vais pas faire un profil qui est trop détaillé. Ok, je comprends. De peur, tu vois, peut-être d'être jugé, peut-être, tu vois, parce que là, c'est vraiment tout ce que je partage, que ce soit LinkedIn, YouTube, etc., c'est des trucs qui sont très business. Tu vois, c'est un Ouais. sujet que je maîtrise, il y a zéro vulnérabilité, tu vois. Et je sais que si tu veux faire des bonnes rencontres sur des applis de rencontres, en fait, il faut être cash, tu vois. Il faut Mm. dire ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Il faut, enfin, tu vois, moi, j'ai pas envie d'avoir 10 plans cul. C'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, tu vois. J'ai envie de trouver quelqu'un avec qui construire quelque chose, Mm. tu vois. Et donc, d'un côté, j'ai envie de me dire, il faut que je sois all-in dans ce truc-là, mais d'un autre côté, je me dis, bah, ça fait peut-être un peu. Je sais pas, en fait, tu sais, genre, je me dis, putain, ça fait un peu pitié, quoi, tu vois. Tu te dis, Pourquoi? bah non, mais c'est peut-être Mm. con, tu vois, mais j'ai ce truc de se dire, je sais pas, tu vois, t'as. Enfin, quelqu'un qui m'a suivi sur les réseaux ou un truc comme ça et qui se dirait, putain, il est sur Bubble ou sur, je sais pas, Hinge, il y va à fond, tu vois, il est en mode full profil et tout. Tu te dis, ça fait un peu.
je sais pas, désespéré, t'as largement de quoi rencontrer plein de personnes, pourquoi t'es là, tu vois. Ce C'est qui est un peu... intéressant, c'est intéressant que tu dises ça. mm, Mais ça, je pense que c'est ton jugement, c'est pas le jugement ouais, des... Je pense que personne se dirait ça. Mais peut-être aussi, et tu me diras si ça résonne pour toi, mais je pense que quand tu deviens un profil un peu public, que les gens ont une certaine image de toi, tu as une perception de l'image qu'ils ont de toi et tu commences à inconsciemment te mettre la pression pour rester bien dans cette image-là et pour pas en sortir, tu vois. ouais. Et comme tu disais, c'est des sujets que tu abordes, business, argent, etc., où tu n'es peut-être pas vulnérable. Du coup, tu es en full contrôle. Et là, du coup, ce serait peut-être montrer un aspect de toi plus ouvert, plus émotionnel. Ouais, 100%. Et mais du coup, ce serait Mm. aussi bien, je pense. Ouais, non, c'est clair. Non, mais tu vois, Je pense juste que ce d'en serait parler, bénéfique. Ouais. ça, tu vois, de sortir la peur, déjà, c'est... Mm. Juste d'en parler, en vrai, déjà, ça enlève Ouais. pas mal de trucs. Mais parce que je pense qu'il y a aussi un côté où moi, j'ai toujours été, tu sais, très people pleaser. Mm. Et en fait, ce que tu dis, ça résonne vachement, en fait, le côté de visualiser ce que les gens projettent, ou en tout cas, ce que je ressens quand ils me rencontrent, ce qu'ils me disent, les Ouais. messages, machin. Et ensuite, à côté, tu vois, essayer d'incarner ça pour, une fois de plus, quoi, ne pas décevoir. Mais Je en comprends. fait, une fois de Ouais. plus, quand j'y réfléchis, je me dis, bah, ouais, en fait, c'est ma vie, quoi. Donc, C'est ta vie, ouais, c'est... totalement. Totalement. Mm, Mais trop intéressant. mm, J'ai trop aimé parler avec toi. ouais, c'était cool. C'était très cool. Merci beaucoup. Mm. Pour ceux qui veulent te suivre, ils peuvent te retrouver sur YouTube. Ouais, Guillaume YouTube. Moubèche. De toute façon, on va mettre tous tes Tous mes liens. liens en dessous. Merci Guillaume. Bah, merci Trop à bien. toi, c'était trop cool. C'était trop cool.